mobilisation des médecins et infirmières zimbabwéens dans les rues d'Harare, ils exigent la libération d'un de leurs responsables syndicaux. Encore des migrants sauvés de la mort au large des côtes libyennes, ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Amnesty International donne de la voix à Hong Kong. L'organisation fustige l'usage excessif de la force par la police contre les manifestants. Des réunions quotidiennes de veille sont organisées pour le retour du Dr Peter Magombei. Des réunions quotidiennes de solidarité exhortant le gouvernement à retrouver et à ramener le Dr Peter Magombei sain et sauf. Nous ne sommes pas sereins. Nous ne savons même pas s'il est vivant ou ce qui se passe. Tout ce que nous avons entendu tout à coup, c'est que Peter a été enlevé. Tout ce que nous savons, c'est que Peter représentait les médecins au sujet des questions salariales en raison de l'augmentation du coût de la vie. Nous avons seulement appris que Peter a été enlevé et nous vous remercions tous et nous espérons qu'il sera retrouvé vivant. Ce sera un libéralisme social et citoyen, c'est-à-dire il ira vers libérer le potentiel économique de la Tunisie pour qu'elle puisse être attractive pour l'investissement, et c'est le moteur qui est le plus en souffrance actuellement, et les fruits de cette croissance iront dans notre budget social grâce à une relecture du budget de l'État selon les normes modernes de l'IPSAS, c'est-à-dire plus de gouvernance, plus de transparence. On n'est pas maître des délais, mais cet appel, il s'est fait, donc séance tenante, hier, 18 septembre. Aujourd'hui, ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons diligenté le transport, le transport, je dis bien transport parce que ce n'est pas le même endroit, le transport du dossier pour qu'il puisse arriver à la cour d'appel. Kais Saied obtient un soutien de taille pour le second tour de la présidentielle en Tunisie. Il s'agit de celui du parti Ennahda, dont le candidat est arrivé troisième au premier tour de cette élection. Ce choix a été annoncé à l'issue d'une réunion du bureau exécutif de la formation politique. Les membres de l'organe consultatif du parti Ennahda ont été consultés par téléphone et par email, ce qui a consacré une orientation claire de la majorité vers Kais Saied. Ils doivent se réunir en début de semaine prochaine pour formaliser ce soutien. Le candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Abdel Fattah Mourou, arrivé en troisième position, avait récolté 12,9% des voix lors du premier tour du scrutin. Kais Saied, un néophyte en politique et universitaire perçu comme très conservateur sur les questions sociétales, a lui créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier avec 18,4% des voix. Partisan d'une décentralisation radicale, il sera opposé au second tour au publicitaire Nabil Karoui, soupçonné de blanchiment d'argent et incarcéré. Kais Saied avait déjà obtenu le soutien d'un autre candidat malheureux du premier tour, Monsef Marzouki, ancien président de la République. La Constitution imposait leur tenue en 2015, mais les Tchadiens attendent toujours leurs élections législatives. La dernière fois qu'ils ont voté pour élire leurs députés remonte à 2011. Depuis, l'Assemblée nationale, largement dominée par la majorité présidentielle, est restée la même. Pour justifier les reports successifs du scrutin, le chef de l'État Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis près de 30 ans, a évoqué la menace terroriste de Boko Haram et des difficultés financières. 2 ans que les bailleurs de fonds occidentaux et soutiens du Tchad font pression sur le chef de l'État, Washington et Paris en tête. En juillet, Idriss Déby avait assuré que les élections se tiendront, au pire en décembre.
Seulement, à moins de 4 mois de cette échéance, aucune date n'est fixée. Cette semaine, le ministre des Affaires étrangères a affirmé devant le corps diplomatique à N'Djamena que le gouvernement mettait tout en œuvre pour respecter ce délai et a appelé ses partenaires à un appui conséquent et multiforme pour l'organisation des élections. Du côté de l'opposition, on n'y croit pas. Le recensement biométrique n'a pas commencé, les listes électorales n'ont pas encore été publiées. Pour le secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement, objectivement, il est impossible d'organiser des élections en 2019. La société civile s'inquiète aussi, considérant l'état d'urgence décrété fin août dans l'Est, théâtre d'affrontements meurtriers entre cultivateurs et éleveurs, et dans le Nord, repère de groupes rebelles et d'orpailleurs illégaux. Selon les défenseurs des droits humains, organiser des élections dans le contexte actuel où l'état d'urgence impose une restriction des libertés publiques est pratiquement impossible. Il y a 40 ans en Centrafrique, le régime de Jean Bédel Bokassa arrivait à sa fin après une opération militaire française. Président de la République centrafricaine à partir de 1966, Jean Bédel Bokassa s'était autoproclamé empereur en 1977. Sa manière de diriger le pays, c'était un bon... Ce qu'il a fait, c'était bon. Donc, par rapport à sa politique, il faut que les Centrafricains cherchent à connaître ses histoires, ses pensées, ce qu'il a envie de faire pour le pays. Bokassa a été un bâtisseur, un nationaliste, un bâtisseur. Et ça, c'est une face de Bokassa. Et l'autre face est liée à la jalousie, n'est-ce pas, qu'il avait pour son pouvoir. Tous ceux qui s'interposaient à son pouvoir, eh bien, il ne leur faisait pas cadeau. Malgré son incarcération dans la sinistre prison de Ngaragba à Bangui, Tita Samba Solé, comme la grande majorité des Centrafricains, garde le souvenir ému d'un grand président, renversé en septembre 1979 par un coup d'État soutenu par l'opération Barracuda de l'armée française, Paris souhaitant se débarrasser de cet allié devenu encombrant. Le 21 septembre 1979, on nous a libérés. Qu'est-ce qui m'a le plus touché, c'est qu'un jour, on a ouvert la porte pour dire que les enfants, vous êtes libres. Et après, nous avons vu des journalistes qui sont venus tout autour de nous pour nous interviewer, mais un peu prudents parce qu'on ne savait pas si franchement Bokassa était destitué. On n'avait pas cette information. À 2 pas du monument des martyrs érigé à la mémoire de la cinquantaine d'étudiants assassinés par son régime, le 18 janvier 1979, l'université de Bangui témoigne encore de la vision du regretté empereur décédé en 1996 à Bangui. Lors d'un discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale, le président gambien a appelé tous ses compatriotes à se joindre à lui dans le processus en cours d'apaisement, de réconciliation et de reconstruction. Les effets de la démocratie et de la bonne gouvernance et de la situation économique engendrée par mon gouvernement ont pénétré toute la société gambienne et touché chaque communauté, chaque institution, chaque organisation, chaque citoyen et chaque résident du pays. Les réformes, les plans et les réalisations signifient que les choses vont s'éclaircir et s'améliorer. Nous avons redéfini l'économie du développement en Gambie. Nous avons modifié le récit de l'histoire de la Gambie. Nous avons changé la conversation autour de la vie sociale. Nous avons modéré le discours sur la politique gambienne et nous avons redonné vie, espoir et un avenir à tous. Par rapport aux 2 années précédentes, je pense que cette déclaration cette année est bien meilleure que les 2 années précédentes. Là où il a terminé son discours, c'est-à-dire sur la paix et la stabilité, sur la façon dont nous pouvons favoriser la paix et la stabilité dans notre pays, je pense que c'est fondamental. Adama Barrow a été critiqué ces dernières semaines pour avoir conservé à son service en tant que chef du protocole un proche de Yahya Jammeh, Alhaji Cissé. Celui-ci a été récemment accusé de complicité avec l'ex-président dans le détournement de centaines de millions de dollars de fonds publics.
Des ONG ont aussi reproché à Adama Barrow d'avoir nommé en août comme ministre de l'Intérieur un ancien chef de la police de Yaya Jammeh, Nyankumba Sonko. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme dénonce des tactiques insensées et illégales allant jusqu'à parler de cas de torture. Dans un rapport se fondant sur des entretiens avec une vingtaine de manifestants, Amnesty International affirme que les policiers de l'ex-colonie britannique dépassent régulièrement les niveaux de force tolérés par les législations locales ou les normes internationales. Ont été à l'occasion décriées les arrestations arbitraires et les violences de rétorsion contre les personnes en détention, dont certaines relèvent de la torture. L'ONG demande la création d'une commission d'enquête indépendante sur le comportement de la police, ce qui est aussi une demande clé des manifestants. L'exécutif hongkongais s'y est cependant toujours opposé. La police hongkongaise, de son côté, a balayé les conclusions d'Amnesty et rejeté les accusations selon lesquelles elle ferait un usage excessif de la force. Elle a affirmé vendredi à travers un communiqué que ses agents font toujours preuve d'un haut niveau de retenue dans l'usage de la force. En outre, la police se refuse à réagir à des accusations spécifiques contenues dans le rapport, affirmant ne pas faire de commentaires sur les cas individuels, mais exhortant les personnes se disant victimes de violences à saisir l'inspection générale de la police. Des vidéos de charges de police ou de manifestants tabassés à coups de matraque ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 à la Chine.